Pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, c'est la revue de presse numéro 601 du 14 octobre 2025. Alors moi, ce que j'ai retenu et ce que nous allons voir dans cette revue de presse, c'est bien entendu la réunion de Sharm el-Sheikh, avec la honte totale, mais j'ai vraiment totale, Trump se moquant de notre président de la République, Emmanuel Macron. Et puis derrière, un bras de fer complètement invraisemblable entre Macron et Trump. Enfin bon. Et plus sérieusement, nous allons donc aller en Ukraine, à Sharm el-Sheikh, et voir quelles peuvent être plutôt les prochaines négociations. Et si, mon Dieu, nous pouvons arriver à la paix dans le monde, à la paix à Gaza, bien sûr, mais à la paix également en Ukraine, où malheureusement, M. Trump commence à prendre, en tout cas, c'est ce qu'il a dit dans son avion, le menant au Moyen-Orient commence à prendre des décisions un peu étranges d'armement de l'Ukraine. Voilà, mes chers abonnés, eh bien écoutez, c'est la revue de presse 601 déjà malgré tout, du 14 octobre 2025. Au revoir. Thank you very much, Emmanuel. I would imagine Emmanuel standing someplace behind me. Where is he? I can't believe it. You're taking a low-key approach today. Là, sur la scène internationale, la seule chose qui est quand même venue un petit peu occuper l'espace médiatique, on en parlera tout à l'heure, c'est le Moyen-Orient. Et là, Emmanuel Macron, à cette occasion, a fait encore le matamor en disant, voilà, bon, il a quand même reconnu que c'était Donald Trump qui était à l'origine de ce qui vient de se passer entre Israël, Hamas, d'autres pays du Moyen-Orient, et que comme quoi, bah voilà, quand on veut imposer la paix, c'est possible, quand on veut obtenir de l'adversaire quelque chose, y compris quand c'est le Hamas, on peut le faire, et de dire dans la continuité de cette démonstration, attention donc à la Russie, nous continuerons de soutenir l'Ukraine bec et ongle, et si la Russie ne se conforme pas à nos volontés, elle en paiera, c'est ces mots, le prix fort. Voilà. Donc là, bien évidemment, retour donc des fanfaronnades, retour du discours complètement creux, hein, c'est-à-dire que autant on en parlera tout à l'heure, le succès en cours au Moyen-Orient de Donald Trump peut lui permettre de bomber le torse et puis de dire regardez les gars, j'ai fait quelque chose. Autant ce pitre n'a absolument rien fait dans aucun dossier, à commencer par le dossier ukrainien, puisqu'à part envoyer des armes, ou du matériel ou ce genre de choses, toutes les gesticulations ou entraîner la fameuse brigade Anne de Kiev dont le destin a été catastrophique, toutes les opérations diplomatiques dont il a été soit l'initiateur, soit le co-initiateur, elles ont toutes fait pchit, comme disait notre ami Jacques Chirac. Ça a été des pantalonnades sur pantalonnades. Et puis, vu que le temps médiatique est ce qu'il est et que les gens ont la mémoire courte, il essaye même de nous faire oublier ses propos de la fin du printemps dernier, début de l'été,
où il nous disait de toute façon on n'a plus rien à envoyer d'un point de vue des équipements militaires à l'Ukraine. It's highly likely that China will force the junior partner in that relationship, being Russia, under the leadership of Vladimir Putin, to move against NATO here, to keep us busy. For all these reasons, we have to make sure that we work as strongly together with them. And then on the hybrid threats, this is of course a big worry, and we are working on it. D'un pays qui vient de rejoindre récemment l'OTAN, puisqu'avant c'était un pays neutre, au même titre que la Finlande, il faut s'intéresser à la stratégie des Européens dans cette guerre. Puisque après le rapprochement États-Unis-Russie qui s'était scellé lors de la rencontre d'Anchorage, les États-Unis poussaient un plan de paix axé sur l'échange de territoires et des échanges de territoires qui semblaient être acceptés par les Russes. Or, suite à cette rencontre et à cette annonce du président Trump, il est apparu que les Européens et les Ukrainiens ont tout fait pour s'aborder ou empêcher la réalisation de ce plan qui était axé sur l'échange de territoires. Alors évidemment, ces échanges de territoires auraient été d'une certaine manière à l'avantage des Russes, puisque les Russes cherchaient à récupérer l'intégralité des oblasts qu'ils ont annexés mais qui n'ont pas toujours conquis, et les Ukrainiens, en échange, auraient eu les portions de territoire que les Russes occupent en ce moment, à l'est de Kharkiv notamment. Que nos arsenaux étaient à l'os, ou alors fallait maintenant dépouiller les régiments d'actifs de notre armée. Et là, on sait quand même, au moins pour ça, pour le moment, que ceux qui les commandent sont vent debout contre ce genre d'idées. Hein, ils avaient manifesté il y a bien longtemps, en 2023, quand certains évoquaient l'idée d'envoyer des chars Leclerc brûlés dans la plaine ukrainienne. Parce que je rappelle que tous les matériels envoyés par nos alliés ont subi le destin promis par Piotr Tolstoï au camarade Michel Goya, hein, Monsieur Goya qui faisait lui aussi le matamor. C'est peut-être leurs origines du mauvais côté de la péninsule ibérique. Hein, ils sont là, voilà, on va chasser les Arabes, etc. Puis ça dure 300 ans de plus que les Lusitaniens. Ils en finissent jamais. Hein, ils l'ont célébré il y a 2 jours, là, et ils nous cassent toujours les pieds avec ça. Donc voilà, où Goya s'était lui aussi fendu de ce genre de rhétorique, et puis où finalement, même les petits matériels comme la MX-10 RC ou les VAB avaient fini eux aussi par cramer, comme les Leopard, les Challenger, ou enfin les Challenger, ils ont même pas eu le temps de cramer parce qu'ils sont tellement lourds qu'ils se sont embourbés avant d'arriver sur le terrain. On leur avait dit surtout de pas le faire. Bon, et là d'ailleurs, ils sont tellement bêtes les Britanniques qu'ils ont poursuivi le programme du Challenger 3 qui fait 80 tonnes, et heureusement, il y a certains de leurs experts qui disent que il est probablement même obsolète avant même d'être mis en service dans les régiments de tanks. Surtout avec les drones, surtout avec l'évolution actuelle. Voilà, c'est ça. Puis même à 80 tonnes sur le champ de bataille, ça devient, là, on retourne dans les bêtises les plus spectaculaires de la Panzerwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, bref. Et donc là, Monsieur Macron nous sort cette saillie, sachant qu'il est à l'os et sachant encore une fois que c'est des moulinets dans le vide. Hein. Puisque je pense que les Russes comptaient justement sur le refus des Européens et des Ukrainiens pour que cette option ne se réalise pas. Parce que dans les faits, les Russes, étant donné la situation militaire, savent que le momentum militaire est à leur avantage et que de toutes les manières, tôt ou plus loin dans le temps, l'Ukraine s'épuise et va encore plus s'épuiser, et que, in fine, il pourrait obtenir bien sûr les gains territoriaux qu'il revendique, voire au-delà. Alors, quand je dis cet au-delà, il y en a beaucoup qui spéculent sur Odessa, voire jusqu'à la Transnistrie. On n'en est pas là, mais en tous les cas, si jamais il y avait un effondrement de l'armée ukrainienne comparable à celui de l'armée allemande sur le front ouest en 1918, il pourrait y avoir des poussées russes qui pourraient se rapprocher de celles que l'on a observées dans les premiers mois de cette guerre, notamment entre février et mars 2022. Et alors, faire payer le prix fort à la Russie, oui. Autant donc il est ridicule aux yeux des gens qui sont à l'extérieur de l'Europe et qui sont spectateurs de ce qui se passe,
autant à Moscou, alors j'imagine qu'ils doivent aussi se taper sur le bide. Hein. Je pense que si Xavier pouvait réinterroger Piotr Tolstoï sur cette déclaration, Piotr Tolstoï nous servirait une analyse dont il a le secret, avec des mots bien pesés. Mais on doit se dire, mais qui sont ces gens? Et puis, on ne peut pas menacer comme ça un État avec lequel, alors certes, il y a des co-belligérances dans certains secteurs, mais on n'est pas officiellement en guerre avec lui. Ça veut dire quoi? Faire payer le prix fort à la Russie. Qu'est-ce que c'est que ce discours qui n'est absolument pas diplomatique et qui, s'il se voulait guerrier, n'est finalement ne s'appuie sur que du vide et sur rien de concret. Donc c'est n'importe quoi, encore une fois. Et alors, ce qui est terrible, c'est que dans le contexte médiatique que j'ai rappelé, tout ça est passé presque pour perte et profit, parce que personne n'a relevé ça. Alors, je suis content. Hier soir, j'ai vu que Donald Trump se l'était payé, mais alors vraiment de manière extraordinaire à Sharm el-Sheikh. Donc là, j'ai dit bravo Donald. Il nous l'a bien ridiculisé parce que cette fois-ci, l'autre, il était un peu penaud, il était un peu planqué au lieu d'être au premier rang. Et il s'est pris une bonne droite de la part du patron qui l'a bien remis à sa place. Tout comme il avait d'ailleurs... Hier, pour Trump, c'était la journée, je remets tout le monde à sa place avec ma méthode habituelle. Mais là, Macron n'y a pas coupé, ça faisait plaisir à voir. Alors j'en reviens maintenant aux Européens. Les Européens, par leur positionnement assez radical, poursuivent avec leurs alliés ukrainiens l'objectif de figer le front, c'est-à-dire de permettre à l'armée ukrainienne de résister de manière ferme afin que les Russes constatent que malgré leurs efforts, ils n'arrivent pas à percer et que l'on aboutisse à une solution à la coréenne, c'est-à-dire non pas un accord de paix, mais un armistice avec une zone démilitarisée qui serait surveillée et une non-reconnaissance des territoires conquis par les Russes. Donc c'est leur objectif militaire. Cependant, en jouant de cette manière-là, les Européens, en fait, font le jeu des Russes, puisque comme je vous l'ai expliqué, les Russes, dans les faits, ne sont pas favorables à un échange de territoire. Ce qu'ils veulent, c'est une victoire militaire avec un accord de paix et donc une défaite de l'Ukraine. Le gouvernement ukrainien, lui, est dans une position politique assez difficile, après 3 ans et demi de guerre, et un pays qui est dans une situation de guerre totale, puisque l'Ukraine est dans une situation de guerre totale, avec de nombreuses destructions, avec de nombreuses pertes sur le front, avec également des pertes civiles, un épuisement moral de la population ukrainienne, un manque de ressources humaines, notamment en fantassins dans les forces ukrainiennes, mais un front qui, quoi qu'on en dise, tient toujours. Alors pourquoi ce front ukrainien tient toujours? Eh bien parce que les Russes évitent, dans la mesure du possible, d'avoir des pertes trop importantes, parce qu'ils ne veulent pas se retrouver dans la configuration de février-mars 2022, où ils ont pris énormément de risques et où ils ont eu des pertes importantes lorsqu'ils ont fait leurs grandes avancées. Et que surtout, l'un des centres de gravité importants du pouvoir russe, c'est d'avoir l'assentiment de la population vis-à-vis de cette guerre. Et pour avoir l'assentiment de la population vis-à-vis de cette guerre, il faut qu'il n'y ait pas trop de pertes, hein, et surtout qu'il n'y ait pas de conséquences économiques graves sur la vie quotidienne des Russes. Et pour l'instant, ils arrivent à manager cet équilibre. Ah bah oui, le général Schill, le chef d'état-major de l'armée de terre, alors il s'est illustré une première fois, on aurait pu en parler, je crois, dès mardi dernier, dans une déclaration concernant une espèce de conclusion de ce qu'il va falloir faire pour moderniser l'armée de terre, où enfin, donc tu noteras bien, la semaine dernière, début octobre, le chef d'état-major de l'armée de terre solennellement prend enfin l'idée qu'il va falloir faire quelque chose dans nos forces armées pour nous préparer à affronter les drones. Voilà, on est bien. La guerre en Ukraine a commencé sous cette forme intense le 24 février 2022. Eh bien, le chef d'état-major de l'armée française prend en compte officiellement les besoins d'instruction de nos soldats le 5-6 octobre 2025. Bon, déjà, on a une idée de la réactivité de l'armée de terre. Je l'avais souligné puisqu'on a vu
à 2 reprises, à la fois dans le sud de la France, je crois que c'était à Fréjus, et puis là, moi, dans mon secteur, à Charleville-Mézières, des manœuvres d'unités de l'armée de terre, d'infanterie mécanisée, qui étaient d'un ridicule. Mais alors, on voyait les soldats agglutinés par paquets on va dire par groupe de combat de 10 bonhommes derrière des véhicules blindés. Enfin bref, comme tout le monde l'écrivait, 2 drones FPV et il n'y a plus personne en 5 minutes. C'est fini. Donc ce genre de déploiement tactique, on se demande encore comment ils n'ont pas été corrigés depuis 3 ans. Players, and particularly Erdogan, they also help in the war between Russia and Ukraine. Yeah, Erdogan he's respected by Russia. Ukraine, I can't tell you about, but he is respected by Putin. And he's a friend of mine, you can see. Why? I get along with the tough ones. I don't get along with the weak ones. I get along with the tough ones. I don't know what that is, but Erdogan's been great with me. You know, when NATO has a problem with Erdogan, which they often do, they call me to talk to him. And I've never failed in working it out like immediately. Is that right? L'administration Trump fournit des données et aide Zelensky à frapper des installations énergétiques russes en plein cœur du territoire russe. Même Joe Biden, qui semblait plus enclin à adopter des politiques pouvant déclencher une troisième guerre mondiale, hésitait à faire ce genre de choses. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de façons d'interpréter cela. Il s'agit clairement des États-Unis menant des actes de guerre, évidemment contre la Russie. Ma question est de savoir jusqu'où les États-Unis iront dans cette voie, et combien de temps cela restera unilatéral, car cela semble mettre à l'épreuve la patience de la Russie. J'ai du mal à imaginer la situation inverse, que les médias rapportent ouvertement que la Russie aide à mener des frappes en profondeur sur le territoire américain, sans que rien ne soit fait. Comment évaluez-vous cela? S'agit-il réellement d'actes de guerre, ou est-ce que je réagis de manière excessive? Eh bien, je pense que vous avez soulevé un point très important. Si quelqu'un faisait cela aux États-Unis, les États-Unis accuseraient ouvertement toute nation qui soutiendrait ou encouragerait de telles attaques de commettre un acte de guerre. Et les États-Unis l'ont déjà fait pour bien moins que cela, allant même jusqu'à inventer des accusations par le passé pour justifier l'accusation d'autres nations d'actes de guerre. Je pense que beaucoup d'Américains et de gens en Occident en général ont beaucoup de mal à inverser les rôles et à essayer de voir les choses du point de vue de l'autre nation. Et si c'était eux qui nous faisaient cela? Comment nous sentirions-nous? C'est pourquoi je pense qu'il est très important que les gens fassent cet effort, qu'il s'agisse d'analystes ou de simples citoyens. Surtout quand, du coup, on a le matamor en chef qui dit « moi, je vais envoyer du monde en Ukraine ». Parce que là, on se confronte à la réalité, encore un peu plus qu'on dénonçait avec feu le général de Lavarde, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est beau, les déclarations, les grandes postures, etc. Mais alors, nous, avec le général de Lavarde, on parlait du matériel humain, si on peut employer cette terminologie. On aurait pu parler aussi avec le général de Lavarde à l'époque de la qualité du matériel militaire lui-même, mais on n'avait pas parlé de nos tactiques et de nos modes d'emploi de nos unités d'infanterie. Et là, on a très bien vu à travers ces manœuvres que c'était du grand n'importe quoi et que les gars n'étaient pas prêts s'ils se retrouvaient hypothétiquement face à des drones comme ceux qui sont utilisés par l'armée russe comme l'armée ukrainienne et qu'ils allaient à la mort, tout simplement, que ça allait au casse-pipe. En plus, la deuxième manœuvre, la seconde manœuvre à laquelle moi j'ai pu assister de loin, celle de Charleville-Mézières, on avait nos camarades frontaliers belges qui avaient envoyé des éléments du génie pour participer à cette manœuvre. C'était du grand n'importe quoi, parce que là, on voit que c'est pas simplement nous, armée française, c'est que toutes les forces dites de l'OTAN sont dans le même bain, qui ne leur permet pas de se déployer en sécurité et en efficacité sur le terrain d'une guerre comme l'Ukraine aujourd'hui. Donc voilà, donc que le général Schill vienne enfin 3 ans et 6 mois après le début de la guerre en Ukraine, et on va dire 3 ans après le déploiement massif de drones et de plus en plus sophistiqués avec de plus en plus de possibilités
et d'ailleurs ce sera l'objet de l'article qui va passer dans la revue Géopolitique profonde au mois de novembre, de faire le point, d'essayer de faire le point sur ces drones. Bon, on voit bien que notre armée est pas prête, et lui, 3 ans plus tard, ah oui, il va falloir quand même qu'on fasse quelque chose. Mais mon général, alors du coup, si Macron vous demande d'envoyer nos troupes demain en Ukraine en termes de force de réassurance, elles seront pas prêtes en fait. Alors, moi, ce que j'en déduis de vos propos, c'est que vous allez envoyer des gens qui n'ont aucune instruction, aucune formation pour pouvoir faire face à ce genre de cas. Of course, it gives signals for us and hope that with such pressure, what President Trump used in Middle East to make peace, and I hope that he will use the same instruments even more to pressure Putin to stop his war in Ukraine. I hope so, and I spoke about it with President. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette idée chez les Américains et de très mauvais renseignements qui sont donnés à Trump par ceux qui l'entourent? Parce que j'ai pas l'impression qu'il soit extrêmement lucide, Trump, sur la réalité de la guerre. Non, je pense, comme je le dis depuis toujours, je ne vais pas changer mon point de vue là-dessus. Je pense que Donald Trump parle ainsi pour le peuple américain qui ne veut entendre que ce genre de choses. Voilà. Y a pas de, je pense pas qu'il y a un problème de renseignement ou ce genre de choses. Je pense que lui, comme tous les commerciaux qui font du business, il va jamais te dire qu'il y a une faille dans ce qu'il fait. C'est pas possible, c'est contre nature. Et en plus, il parle à ses électeurs qui eux sont convaincus que voilà, Make America Great Again. On a Elon Musk qui est en train de mettre en place de manière industrielle des lanceurs qui peuvent revenir sur Terre, etc. Quand Trump il dit on a des trucs que les autres n'ont pas et on peut leur dézinguer la figure sans qu'ils s'en rendent compte, ça parle à ces gens-là, ils sont contents et puis c'est tout. Personne ne va aller chercher ce qui fera l'objet de mon second livre chez Géopolitique profonde, à regarder sous le tapis. Alors les Américains, ils en sont où de leur dépendance aux minerais rares chinois, à l'industrie chinoise et compagnie? Les gens, ils resteront sur ce narratif parce que ça flatte leur ego, etc. Mais néanmoins, on observera que Donald Trump, il s'est jamais lancé dans une guerre comme un gros benet, qu'il a jamais envoyé des troupes faire n'importe quoi nulle part, à l'inverse de ses prédécesseurs. Donald Trump menace Vladimir Poutine de livrer des missiles à l'armée ukrainienne. Ce dimanche, le locataire de la Maison-Blanche a déclaré qu'il pourrait menacer son homologue russe en fournissant des missiles de croisière Tomahawk à l'Ukraine si la Russie ne met pas fin à son invasion. Ces armes ont été demandées par le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'un entretien téléphonique entre les deux hommes ce samedi. Vladimir Poutine avait pourtant mis en garde Donald Trump, affirmant que la livraison de Tomahawk constituerait une nouvelle escalade du conflit. Selon Kiev, plus d'1 million de soldats russes auraient été mis hors de combat, tués, blessés ou faits prisonniers depuis le début de l'invasion, le 24 février 2022. Revenons aux principes fondamentaux. Nous savions depuis le tout début, en réalité depuis 2014, bien avant que les Russes ne lancent leur opération militaire spéciale, que la Central Intelligence Agency des États-Unis était intervenue et avait pris le contrôle des agences de renseignement ukrainiennes. Toutes, qu'il s'agisse des services militaires ou de leurs homologues civils, en particulier le SBU. Et ce sont ces agences de renseignement que le Financial Times a impliquées dans la conduite de ces frappes en profondeur à l'intérieur de la Russie. Alors, qui supervise et facilite réellement ces attaques? Cela a toujours été la Central Intelligence Agency. Et les missiles Tomahawk? Les missiles Tomahawk, tu vois, ça fait partie typiquement du problème. C'est-à-dire que les missiles Tomahawk, on nous dit il va les livrer à l'Ukraine, etc. Alors déjà, moi j'avais pas suivi l'évolution de ces engins-là parce que pour moi, quand les mecs disent on va en envoyer à l'Ukraine, je me dis tiens, ils ont été capables de mettre en place une version avec des lanceurs terrestres, parce que je rappelle que le Tomahawk au départ, il a été fait et conçu pour des navires de guerre ou des sous-marins. Bon. Alors, je me dis, depuis le temps, ils ont peut-être développé effectivement des lanceurs terrestres. Or, ces lanceurs terrestres sortent à peine des phases d'expérimentation, premièrement. Et en plus, il y en a pas des dizaines à disposition. Et bien évidemment, vu cet état de développement, il y a que du personnel américain qui peut les mettre en œuvre. Encore une fois,
il a fait, il a bombé le torse, il a dit, t'as vu, moi j'ai les Tomahawks, hein, t'as vu, hein, moi j'ai les Tomahawks. Bon, sujet suivant. Voilà, c'est tout. Ça fait 3 ans que ça dure. Avant c'était Biden, maintenant c'est lui. Bon, ben voilà, il continue de raconter beaucoup, un peu comme Macron. Sauf que bon, les forces armées américaines, c'est pas l'armée française. Que lui, sur le plan diplomatique, quand il prend des initiatives, il donne tout pour qu'elles aboutissent, parce qu'il a les moyens de les faire aboutir dans certains cas. Voilà, donc là, il vient dire, bon, bah, je vais mettre peut-être un coup. Puis en plus, il faut pas oublier, si des missiles Tomahawk devaient arriver en Ukraine, il faudrait d'abord que nous, Européens, on les paye. Ça reste encore à voir. Nous savions dès le début de l'opération militaire spéciale que l'armée des États-Unis supervisait les forces armées ukrainiennes et pratiquement tout ce qu'elles faisaient, depuis l'orientation stratégique générale et les combats sur le terrain, jusqu'au choix des cibles précises sur le champ de bataille. Les commandants militaires américains opéraient depuis l'Allemagne. Cela a commencé sous l'administration Biden et se poursuit maintenant sous l'administration Trump. Les deux volets, le renseignement et les opérations militaires, sont supervisés par les États-Unis. Maintenant, vous avez mentionné le président Joe Biden et son hésitation à aller jusqu'à ce point. Je pense que s'il l'avait fait, imaginons simplement qu'il ait brigué et remporté un second mandat, il serait en train de le faire en ce moment. À ce moment-là, ce n'était tout simplement pas prêt à aller jusqu'à ce niveau d'escalade. Mais les États-Unis ont fait ce que la politique étrangère américaine fait toujours, en général. Cette stratégie dite du salami, où ils intensifient constamment, mais par de si petits incréments, qu'il est très difficile pour un adversaire de désigner les États-Unis et de qualifier cela d'acte de guerre. Ils le font très délibérément dans ce but précis. C'est donc là que se trouve le président Trump et son administration. J'avais mis en garde contre cela avant même qu'il ne remporte l'élection de 2024. J'avais souligné des personnes comme son colistier, J.D. Vance, qui disait « Nous allons geler le conflit ». En fin de compte, il n'y avait aucun désir de paix en Ukraine, seulement celui de geler le conflit. À l'époque, J.D. Vance disait en septembre ou octobre 2024 que nous avions besoin de nos armes pour combattre la Chine, pas l'Ukraine. Il fallait que les Européens prennent le relais. Puis en février, une fois le président Trump en fonction et son administration au pouvoir, le secrétaire américain à la défense, désormais appelé secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, était de nouveau à Bruxelles pour parler de l'envoi de troupes européennes afin de geler le conflit, tout en redoublant d'efforts dans la production militaro-industrielle, en armant l'Ukraine et en reconstruisant son armée, en somme, en la réduisant en miettes. Ce qui se passe en Ukraine d'important, c'est que l'armée ukrainienne, conformément à ce qui s'est lancé à partir de la mi-août, donc il y a 2 mois maintenant, l'armée ukrainienne est en train de se retrouver concassée d'un bout à l'autre du front. La ville de Kupiansk va maintenant tomber, je le disais hier, probablement d'ici la fin de la semaine. Pokrovsk et Mirnograd sont encerclés d'un point de vue opérationnel, comme on dit en langage militaire, puisqu'il n'y a plus de grandes voies d'accès routières pour ravitailler ces 2 villes. Les contre-attaques ukrainiennes qui ont été lancées à grand renfort de trompettes depuis la mi-août jusqu'à il y a 15 jours, elles ont toutes échoué. Et dans le sang, on l'a vu la semaine dernière avec le carrefour des routes au nord de Pokrovsk et Mirnograd, avec ce cimetière de plus de 25 véhicules blindés ukrainiens. C'est ça qui se passe en Ukraine. C'est ça, c'est qu'il y a 90% des systèmes énergétiques civils ukrainiens qui sont par terre, qu'il n'y a plus beaucoup de trains qui doivent rouler. C'est ça la réalité de la guerre en Ukraine. C'est pas que les Russes ont un petit souci réel, je ne dis pas le contraire, d'approvisionnement en carburant. Non, c'est pas ça le problème, parce que ça va ralentir. Bon, bah oui, ça va ralentir, mais nous, on s'en fout de ralentir. On prend tout notre temps parce que en face, vous êtes complètement à la ramasse. Vous n'avez plus le choix que de continuer ce jeu de dégarnissage du front d'un côté pour remettre de l'autre parce que vous n'avez toujours pas, et vous n'aurez plus jamais de réserve stratégique.
Et nous, on continue de réinjecter des unités qu'on a fait tourner en phase de repos, de réinstruction et compagnie, avec des nouveaux matériels sans cesse. Ouais, bah on vous regarde. Hein. Oui, c'est bien. Il y a des files devant certaines stations de service en Russie pendant ce temps-là. Est-ce que ça va changer quelque chose au cours de la guerre? Non. Je me souviens d'un article de 2019 publié par la Rand Corporation. Il précisait très clairement que l'avantage d'intensifier le conflit est d'avoir un affrontement plus direct et que cela peut épuiser les Russes. L'inconvénient, c'est que si la Russie commence à gagner et à conquérir des territoires stratégiques, alors le rapport de force stratégique basculera en sa faveur. Donc, tant que la guerre reste statique et que les Ukrainiens et les Russes s'entretuent, c'est une victoire. Mais dès que des territoires majeurs commencent à passer sous contrôle russe, lui donnant un avantage stratégique face aux États-Unis, cela devient une mauvaise guerre. Cela ne signifie pas qu'il faut y mettre fin, mais qu'il faut revenir à une situation de gel des lignes de front. Et chaque fois que nous parlons de paix, cela semble vouloir dire ceci. Simplement geler les lignes de front et préparer la prochaine génération d'Ukrainiens à continuer de mourir. Mais je suppose que j'ai toujours été un peu partagé à propos de Trump, parce que, vous savez, il est dans un environnement hostile à Washington. Personne là-bas ne veut la paix avec la Russie. Donc, je ne suis jamais sûr s'il essaie de duper les faucons chez lui ou les Russes. J'avais tendance à être un peu optimiste. Cependant, puisqu'il avait reconnu que l'expansion de l'OTAN était à l'origine de la guerre. Et si l'on peut identifier la source, alors au moins, on peut commencer à travailler sur une solution. Mais je n'ai pas vraiment vu la solution. Il n'en a plus parlé depuis. Je veux dire, à plusieurs reprises, il a dit que l'expansion de l'OTAN était la source de la guerre. Et pourtant, il traite toujours le conflit comme s'il n'était qu'un médiateur, comme s'il devait amener les Ukrainiens et les Russes à trouver un accord. Mais l'expansion de l'OTAN, c'est dirigé par les Américains. Je veux dire, l'OTAN, c'est l'Amérique. Et, vous savez, nous en Europe, nous faisons à peu près ce que les Américains nous disent de faire. De plus, l'OTAN ne peut pas s'étendre sans les États-Unis. Alors pourquoi, vous savez, exercerait-il soi-disant une pression sur Zelensky pour qu'il accepte quelque chose qui relève de son propre domaine? C'est assez étrange. Le ministère chinois des Transports affirme que cette décision est une réponse légitime aux mesures discriminatoires prises par Washington à l'encontre des entreprises chinoises de transport maritime et de construction navale. Il estime que les États-Unis ont gravement violé les principes du commerce international et l'accord sino-américain sur le transport maritime et perturbé le commerce maritime normal. Ces mesures s'appliquent aux navires détenus ou exploités par des entreprises, des organisations ou des particuliers américains, ainsi qu'aux navires battant pavillon américain ou construits aux États-Unis. Les redevances s'appliqueront également aux navires détenus ou exploités par des entités dans lesquelles des actionnaires américains détiennent au moins 25% des parts, des droits de vote ou des sièges au conseil d'administration. La Chine a exhorté les États-Unis à corriger leurs erreurs et à trouver une solution par le biais de consultations et d'une coopération sur un pied d'égalité. SpaceX a réalisé aujourd'hui le dernier vol de sa version 2 du Starship Super Heavy en ce 13 octobre 2025. Après une série de tests en vol, on était rendu au test 11, imaginez. 3, 2, 1... We have liftoff. Go Super Heavy. Go Starship. Thanks for all the historic flights, Pad 1. Le Starship a décollé de la base stellaire ou Starbase de SpaceX dans le sud du Texas, puis a suivi une trajectoire suborbitale comme prévu. Spec burn startup. Et le booster Super Heavy a effectué un boost back burn et un test d'allumage d'atterrissage expérimental avec une nouvelle séquence. On parle de 13 moteurs, puis 5 moteurs, suivis de 3 pour plus de redondance. Et par la suite, il a poursuivi sa trajectoire pour amérir dans le golfe du Mexique. C'était... There's our landing burn. 3 down to 2. Starship has landed.
Les dirigeants de plus de 20 pays ont assisté à la signature d'un accord de cessez-le-feu à Gaza. Le président des États-Unis Donald Trump et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi ont déclaré que la recherche des corps des otages israéliens sous les décombres de Gaza serait une priorité cette semaine. Nous retrouvons Abdel El Makouri à Sharm el-Sheikh en Égypte. Regardez. Les dirigeants de 27 pays se sont rendus à Sharm el-Sheikh, marquant ainsi la première phase de l'accord de cessez-le-feu proposé par le président des États-Unis Donald Trump à Gaza. Le Premier ministre néerlandais m'a confié que les dirigeants présents souhaitaient qu'Israël et les Palestiniens prennent toutes les mesures nécessaires pour préserver le cessez-le-feu. Lorsqu'on observe les différents dirigeants présents ici, de l'Indonésie aux pays arabes, mais aussi de nombreux pays européens et du Canada, nous sommes tous convaincus que le moment est venu d'écrire l'histoire. Je pense qu'en nous montrant tous solidaires derrière la signature, nous enverrons un signal clair à Netanyahou, mais aussi à l'autorité palestinienne pour qu'elle mette en œuvre des réformes en son sein, ainsi qu'au Hamas pour lui faire comprendre qu'il ne peut plus jouer de rôle dans l'avenir de Gaza. Les chefs d'État des États-Unis, d'Égypte, du Qatar et de la Turquie ont signé l'accord de cessez-le-feu conclu la semaine dernière. Ils ont apposé leur signature sur le document non seulement en tant que médiateurs, mais aussi en tant que garants. Ils veilleront à ce que la première phase de l'accord soit pleinement mise en œuvre, et à ce que les négociations concernant l'avenir de la gouvernance de Gaza et des groupes de résistance armés commencent immédiatement. Nous envisageons désormais un avenir radieux pour notre région, un avenir où les villes sont forgées par l'espoir, et non un avenir qui étouffe la mémoire de leurs citoyens sous les ruines. Nous sommes face à une opportunité historique sans précédent, et peut-être la dernière. C'est le moment d'établir un Moyen-Orient libre de toute menace pour sa stabilité et son progrès. Nous sommes ici pour célébrer la fin de la guerre à Gaza. Avec l'aide de Dieu, ce sera donc le début d'un nouveau Moyen-Orient. À partir de maintenant, nous pouvons rendre la région prospère et forte, unie dans son rejet de la voie de la terreur. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a tenu à souligner le rôle de M. Trump dans l'accord de cessez-le-feu. Il a partagé avec lui la présidence du sommet de paix de Sharm el-Sheikh. M. al-Sisi a également décoré M. Trump de l'Ordre du Nil pour ses efforts dans la négociation de l'accord, la plus haute distinction décernée par le pays. Au cours du sommet, M. Trump a demandé à M. al-Sisi de rejoindre le Conseil de paix pour la gestion de Gaza. Le président égyptien a demandé à M. Trump de participer à la conférence sur la reconstruction de Gaza que le Caire accueillera prochainement. Les scènes de liesse auxquelles nous avons assisté hier font la une ce matin de nombreux quotidiens internationaux, dont le britannique Guardian, qui évoque un rare moment de joie pour les Israéliens comme pour les Palestiniens, un moment de triomphe également pour le président des États-Unis Donald Trump, dont la déclaration la guerre est terminée fait la une de plusieurs quotidiens à travers le monde également, notamment du journal émirati The National. Le journal exprime son optimisme après l'échange qui a eu lieu hier. Cet échange peut, selon le quotidien, contribuer à donner un élan indispensable au processus de paix et pas mal d'optimisme également du côté du journal saoudien Arab News qui cite une autre déclaration hier du président des États-Unis sur le fait qu'on assisterait à l'aube d'un nouveau Moyen-Orient. Le journal dit espérer que ce cessez-le-feu temporaire va se transformer en cessez-le-feu permanent. Et L'Orient le jour, le quotidien libanais, vous le voyez, met lui un point d'interrogation à côté de cette déclaration. Le journal libanais estime que la région est revenue finalement en réalité dans l'immédiat à l'habituel ni guerre ni paix et que force est de constater, je cite, que si Trump est parvenu à un résultat somme toute honorable, sa tâche n'était toutefois pas aussi difficile que cela parce que lorsqu'on est le président d'une superpuissance qui soutient le belligérant le plus fort, autrement dit celle qui nourrit, entretient et bichonne, je cite toujours, la machine de guerre israélienne, eh bien, on a effectivement la possibilité de taper du poing sur la table et de dire ça suffit quand on le désire. Pour le journal, les difficultés ne font que commencer. Le difficile jour d'après, dont il était aussi déjà question il y a 2 jours du côté de Haaretz, le quotidien de gauche israélien. Il prévenait déjà, avant la libération des otages et des prisonniers, que si la guerre était effectivement terminée, alors il était temps de mettre en place une commission d'enquête sur les attaques du 7 octobre, faute de quoi, je cite, il sera impossible d'aborder précisément le chapitre suivant. Привела к сегодняшнему дню, вам хорошо знакома.
Саммит готовился давно, но когда стало понятно, что именно эта неделя, включая сегодняшний день, когда должны были начинаться мероприятия саммита, станет решающей в продвижении договоренностей о секторе Газа, договоренности, которые активно продвигали наши египетские друзья, Катар. Президент Трамп, безусловно, выдвинул свой план, который мы не раз оценивали как лучшее, что сегодня есть на столе переговоров. Хотя, конечно, палестинская проблема этим не исчерпывается, но, тем не менее, как можно скорее остановить кровопролитие, решить тяжелейшие гуманитарные проблемы населения. Сейчас вот возвращаются тысячи газовитян, возвращаются домой. Как они будут там жить, я не представляю себе. Но, тем не менее, лучше заниматься воссозданием собственного жилья, чем постоянно находиться под обстрелами, жить ежедневно под угрозой смерти своих детей, своих родных, своих близких. Поэтому мы искренне желаем успеха сегодняшнему мероприятию, сегодняшней встрече в Верхах, в Шарм-аш-Шейхе, где участвует, как я понимаю, более 20 стран и арабского мира, и ряд западных государств. Надеюсь, что все договоренности будут выполнены, хотя мы слышим и из рядов Хамас, и из Тель-Авива заявление о том, что еще не все закончено и могут быть récidives. Mais bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, au Moyen-Orient, c'est le jour d'après et on regarde Donald Trump différemment. Alors, il aurait aimé aller à Oslo le 10 décembre, recevoir le diplôme, la médaille en or et le chèque de 995 000 € avant de gagner la suite présidentielle du Grand Hôtel, monter sur le balcon avec Ivanka pour saluer la foule en procession défilant au flambeau. Et qu'il court après ce rêve improbable faisait ricaner la terre entière. Vendredi, ce conte de fées s'est évanoui. Trop tôt, trop tard. Les parlementaires norvégiens, si woke, ne voteront jamais pour lui. Mais hier, Donald Trump a obtenu beaucoup mieux. Ce n'est pas un lot de consolation que lui ont offert les députés de la Knesset et les dirigeants du monde arabe, musulmans, méditerranéens, réunis à Sharm el-Sheikh. Il a eu droit à une sorte de sacre. Tant d'applaudissements à Jérusalem, tant d'éloges au bord de la mer Rouge. Lui qui aime les superlatifs a passé une journée très historique. Et ce triomphe romain est mérité car on juge une politique à ses résultats. Donald Trump a obtenu le retour à la vie des otages. Il a réveillé l'espoir d'un nouveau Moyen-Orient. Il a été le président de la paix par la force. Tant pis pour les jurés Nobel qui ont un cœur de midinette et qui préfèrent Barack Obama qui les a emballés avec seulement un discours. Donald Trump a lui savouré son triomphe, Vincent. Oui, on l'a vu approuver en silence et tout en modestie le maréchal Sissi qui disait « Tu es le seul capable d'apporter la paix dans la région ». Impassible aussi sous les éloges de Benjamin Netanyahou avec l'élection de cet homme du jour au lendemain. Tout a changé. Souriant, le pouce dressé, le héros a ensuite accueilli les participants au sommet en Égypte, comme s'il était le maître de maison. Faire l'aboyeur, vous avez remarqué, il adore ça. Et alors, en montrant à Erdogan, il a prévenu, il n'est pas commode, mais c'est mon ami, ça n'a pas du tout des ridelles turques. Victor Orban a récolté, vous êtes fantastique, il n'a pas l'habitude. Giorgia Meloni, seule femme à bord, a été félicitée pour son physique. J'ai pas le droit de le dire, mais c'est une belle jeune femme. Le Donald est sans filtre, il est capable de tout, mais c'est pour ça qu'il impressionne, qu'il fait lever l'aube historique d'un nouveau Moyen-Orient. En apercevant un prince d'Abu Dhabi, il a même lancé de l'argent, beaucoup d'argent, de l'argent sans limite. Mais c'est aussi un homme bien. Le prince a en effet investi dans les crypto-monnaies des fils Trump. Alors, Donald Trump a aussi félicité Emmanuel Macron. Oui, le président français n'était pas convié sur scène. Il s'est trouvé un rôle en faisant le médiateur auprès des médiateurs pour
pour qu'ils accordent un strapontin à Mahmoud Abbas, une dernière chance à l'autorité palestinienne. À Emmanuel Macron, donc, assis parmi le public, Donald Trump a dit « Je peux pas y croire, tu fais profil bas aujourd'hui ». On a du mal à y croire, c'est vrai. Mais le comble a été son apostrophe au président d'Israël pour défendre le couple Netanyahou, qui est poursuivi pour avoir accepté des cadeaux d'entrepreneurs dont il a favorisé les affaires. Le président s'en est fait souvent l'avocat, mais lancé depuis la tribune de la Knesset, les cigares et le champagne, franchement, qui s'en soucie? C'est une ingérence qui aurait scandalisé les Israéliens si ça avait été dit un autre jour par quelqu'un d'autre. Hier, c'était la fête de Donald Trump, on l'a chanté. Aujourd'hui, c'est la fête de la Torah, les mêmes dansent. Mais tout le monde sait bien que c'est sur un volcan très mal éteint. President Trump talked about it as a done deal. Last night, Bibi addressed by video, a pre-taped video, the Israeli people. He talked about the Gaza part of this being over, but that the war continues. President Trump, when asked that question on Air Force One on the way over, in a press gaggle, said, no. Let me be blunt. The war is over. And by that, I think he sent a signal to Bibi, that to Netanyahu, that America is not going to be sponsoring these attacks on the Arab nations or the Persians. And I think it was a big wake-up call. Netanyahu didn't look to me, I mean, his speech, he glazed President Trump for however long it took, 20 minutes. But he was pretty dour during the day, and there's some photos of President Trump and Netanyahu doing one-on-one off to the side, and Netanyahu, I think, realizes the magnitude of what is going down today. Hier, les dernières libérations des otages vivants détenus par le Hamas. Dans la foulée, Donald Trump a déclaré « c'est la fin de la guerre ». Est-ce que ça veut aussi dire, Thomas, la fin du Hamas? Alors, vous aurez remarqué que le Premier ministre israélien, lui, n'a pas dit que c'était la fin de la guerre, mais vous avez raison, Solène, évidemment, la question se pose après les déclarations du président des États-Unis. Écoutez. Le choix des Palestiniens ne peut être plus clair. C'est leur chance de se détourner définitivement de la voie du terrorisme et de la violence qui ont été extrêmes et d'exiler les forces de la haine qui les entourent, et je pense que cela va se produire. Et c'est donc une nouvelle guerre de la communication, une guerre de l'opinion qui débute pour le Hamas, qui a décidé de la mener, cette double bataille, d'abord en affichant ses troupes hier lors de la libération des otages. Ça, ce sont les troupes d'élite du Hamas, notamment celles qui étaient en charge de garder les otages israéliens. Et puis, il y a eu ces opérations de sécurité. Le Hamas dit avoir abattu plus d'une trentaine de personnes ces derniers jours, des rebelles, pour assurer la sécurité de la bande de Gaza, sous l'œil bienveillant d'ailleurs de Donald Trump, qui a parlé d'opérations temporaires. En revanche, les factions rivales disent que c'est le début d'une répression du Hamas. Le Hamas qui a d'ores et déjà déployé, tenez-vous bien, 7000 de ses combattants dans Gaza pour, dit le mouvement, assurer la sécurité. Mais alors, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que pourtant le Hamas a quand même dit oui au plan de paix de Trump et Netanyahou. Alors, oui, mais... non, mais d'ailleurs, disent les Israéliens, c'est assez intéressant. Effectivement, le Hamas a accepté plusieurs points de ce plan de paix. L'arrêt des combats, la libération des otages en échange de prisonniers. Mais il y a plusieurs points que le Hamas refuse. On va en voir quelques-uns. D'abord, toute présence militaire étrangère à ses propres troupes. Le Hamas qui refuse aussi la supervision d'une instance internationale à Gaza, le fameux Conseil de la paix évoqué par Donald Trump lors de l'accord signé à Washington. Ou encore le Hamas qui veut participer aux négociations sur l'avenir et sur la reconstruction de Gaza, ce qui n'est pas prévu par ce même accord. Mais le Hamas va continuer à se battre pour continuer à exister, parce que ce que propose cet accord, en fait, c'est la disparition totale du mouvement islamique, à moins qu'il y ait une autre solution, évoquée ces dernières heures en Égypte par un responsable palestino-américain qui propose de scinder en deux, en fait, le Hamas. D'un côté, les dirigeants de la branche politique et militaire qui seraient exfiltrés à l'étranger, qui bénéficieraient d'une amnistie, d'une protection. Et pour les combattants, ils intégreraient les futures forces de sécurité de la Palestine. On estime aujourd'hui que ces combattants du Hamas sont au nombre d'environ 15 000. Israël a commencé à libérer des prisonniers palestiniens. Cette décision fait suite à la libération par le Hamas des 20 otages israéliens encore en vie dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. Le gouvernement israélien confirme avoir reçu les otages par l'intermédiaire de la Croix-Rouge.
En échange, il libérera 250 prisonniers palestiniens et plus de 1700 autres détenus devraient également être libérés. Pendant ce temps, le président américain Donald Trump s'adresse au Parlement israélien après être arrivé à Tel Aviv plus tôt dans la journée. Il se rendra ensuite en Égypte pour coprésider un sommet sur son plan de paix pour Gaza en 20 points. Aussi que tous ceux qui souffrent du Trump Derangement Syndrome sont à manger leurs chaussettes aujourd'hui. C'est un réel succès diplomatique, improbable. On n'aurait pas parié là-dessus il y a 3 semaines. Ce qui me frappe, moi, c'est la rapidité avec laquelle tout s'est télescopé. D'abord, l'accord du Hamas à cette entente qui est apparue sur nos écrans radars très rapidement. Puis dans les jours qui ont suivi, une direction claire qui a été définie dans le temps avec des paramètres qui se sont mis à être balisés. L'échange des prisonniers, conférence de paix en Égypte, conférence de paix qui ressemble beaucoup à une géante photo-op où M. Trump s'est mis en scène aux côtés de tous ses admirateurs venus des 4 coins de la planète pour vanter ses mérites de négociateur. Une grosse affiche Peace 2025. Ben, c'est certainement pas banal que d'avoir réussi déjà ce qu'ils ont réussi. L'échange de prisonniers et d'otages, les dépouilles des cadavres qui rentreront aussi probablement au cours des prochains jours en Israël, avec l'espoir que ça mène vers quelque chose de plus construit et durable. Et c'est là que se posent toutes les questions, bien entendu. Je retiens, moi, une affaire depuis 3 semaines, et je sais pas si ça t'a frappé, c'est la dynamique entre la présidence et le Hamas. Je vois 3 temps. Tu t'en souviens peut-être? J'en avais parlé il y a une dizaine de jours, quand Trump avait dit « J'ai le sentiment, j'ai l'intuition que le Hamas va dire oui à notre proposition en 20 points. » On n'avait aucune raison de penser que le Hamas, cette fois-ci, plutôt qu'une autre, se rallierait à l'idée, surtout, de libérer les otages, qui est, dans les circonstances, était son dernier levier vis-à-vis Israël. Or, on a appris, même s'il a menacé 2 fois plutôt qu'une, le président, des feux de l'enfer, le Hamas, s'il ne disait pas oui, on a appris que le Hamas s'était rallié. Et il n'y a pas eu de surprise apparente de la part du président, comme s'il savait que la partie était jouée. Deuxièmement, et ça compte aussi, dans cette négociation, je te le disais, le Hamas a libéré les otages sans garantie de sécurité. On sait qu'ils ont demandé aux États-Unis de leur signer quelque chose, les protégeant, les assurant qu'à partir du moment où les échanges de prisonniers et d'otages seraient faits, Israël ne repartirait pas la machine militaire contre eux. Alors, ils ont obtenu seulement des accords ou une forme de garantie de sécurité qui ont été oralement donnés par les négociateurs américains auprès de l'Égypte et de la Turquie et du Qatar, qui sont un peu les parrains, je dirais pas les commanditaires, quoique le Qatar a déjà été commanditaire du Hamas et a apporté ou livré plusieurs valises pleines d'argent. Mais ce sont dans la circonstance de cette négociation ceux qui ont souvent été aux côtés du Hamas. Et on leur a dit, oui, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de représailles immédiates une fois que les otages auront été libérés. Et j'ajoute un 3e élément. Hier, je ne sais pas si ça t'a marqué, Donald Trump qui se dit ouvert à ce qu'à court terme, le Hamas puisse un peu faire la police sur le territoire de Gaza, sachant qu'il n'y a pour l'instant aucune force capable de le faire. C'est une cité pour Gazaville, mais aussi pour l'ensemble des villes sur le territoire qui sont détruites, ravagées. Et là, tu as des guerriers, d'anciens militants qui étaient probablement planqués, qui remontent à la surface. L'étau des Israéliens s'est desserré. Et Trump est ouvert à l'idée qu'il puisse y avoir une espèce de... Il me semblait qu'il devait se désarmer, eux. C'est pas, pour être la police de l'endroit, c'est pas bien bon d'être désarmé. Il me semble qu'il y a une petite contradiction, là. Je sens aussi la contradiction. Je te dis qu'il y a 3 moments où il semble y avoir donc des liens de communication entre la Maison-Blanche et le Hamas. Ils étaient évidemment pas représentés à cette conférence de paix hier à Sharm el-Sheikh en Égypte, mais il y avait pour autant une représentation palestinienne. Les rivaux du Hamas, M. Abbas qui était là, c'est de la part des États-Unis et puis évidemment d'un paquet de pays qui aimeraient une reconnaissance officielle de l'existence de la Palestine. C'est un petit entrebâillement dans la porte, mais cette dynamique entre M. Trump et le Hamas, pour moi, c'est un mystère et j'ai hâte de voir la suite des choses. Et qu'est-ce qu'il a dit aux Israéliens sur sa volonté de faire en sorte que ça tienne au cours des prochains jours, prochaines semaines? Rappelle-toi du discours à la Knesset hier matin. Bibi, parlant à Netanyahou, tu auras plus de succès en faisant la paix qu'en tuant
éternellement. Kill, 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 kill. C'est le mot qu'il répète et qu'il emploie comme une manière de rappeler au premier ministre israélien que la voie de la paix qui est en train de se dessiner ne doit pas être bousillée. Pani kadencja to symbol arogancji, chaosu i decyzji podejmowanych za zamkniętymi drzwiami ponad głowami obywateli w imię pani dyktatorskich zapędów. W trakcie negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi ośmieszyła pani siebie i całą Unię Europejską, pokazując brak siły negocjacyjnej, co w efekcie doprowadziło do wasalizacji Europy wobec Stanów Zjednoczonych. Donald Trump się z pani śmieje. Wpycha nas pani do wojny między Ukrainą a Rosją. Może dla pani wojna to jest szansa na przykrycie pani przekrętów, tylko dlaczego za pani interesy mają walczyć nasi mężowie, nasi synowie i nasi bracia? Chce pani walki za Ukrainę? Niech pani wyśle na front swojego męża i pełnoletnich synów. I może gdyby pani miała taki obowiązek, mniej ochoczo mówiłaby pani, że wojna na Ukrainie to jest nasza wojna. A propos pani męża. Afera Pfizergate nie wzięła się znikąd. Ładnie się ustawiliście na pandemii. Szkoda, że kosztem naszego życia i naszego zdrowia. Zrujnowała pani zaufanie obywateli. Tak bardzo dba pani o nasze bezpieczeństwo, że wpychając nas do wojny jednocześnie chce pani uzależniać nas od importu żywności z państw Mercosur i doprowadzić do bankructwa tysięcy europejskich gospodarstw rolnych. Za to powinien być kryminał, nie Komisja Europejska. Forsuje pani cenzurę i masową migrację przestępców i gwałcicieli do Europy. Dość! Polska to nie jest gubernia pani lewackiego imperium. Do dymisji, natychmiast. Évidemment, je pense profondément qu'il y a une vérité que les Français doivent savoir. Le ministère de l'Intérieur ne peut pas, à lui seul, porter cette question du rétablissement de l'ordre public. Parce que l'ordre, ça doit être l'affaire de tous. Parce que l'ordre, ça doit être assumé par tous. Évidemment, aux côtés de la justice. Évidemment. J'en ai trop vu pour me taire. Trop de violents, interpellés grâce à nos forces de sécurité intérieure, jugés, y compris en écopant des peines de prison et qui ne feront pas un seul jour de prison. Trop de violeurs, eux aussi condamnés à des peines carcérales et qui ne feront pas la totalité de la peine pour laquelle ils ont été condamnés. Des mineurs ultra-violents, totalement insensibles au sort de leurs semblables, mais qu'on emprisonne finalement. On ne veut pas leur donner des peines de prison dès qu'ils accomplissent les premiers délits graves, mais on les emprisonne dans un parcours de violence qui les conduira immanquablement derrière les barreaux. Mais il y aura des dizaines de victimes. Trop de victimes qui ont été oubliées. Il faudra une révolution pénale. Et je sais que ces convictions sont aussi partagées par le garde des Sceaux. Mes vœux l'accompagnent dans les efforts qu'il pourra déployer. Bon, on peut faire un tour d'horizon de ce gouvernement. Je disais, ce qui est absolument extraordinaire, et c'est tellement Emmanuel Macron, dans un poste aussi important que le ministère de la Transition écologique. Vous avez aujourd'hui Monique Barbu, qui est le chef de file des anti-nucléaires. Et en parallèle, vous avez un président qui a décidé de relancer la filière nucléaire. Après l'avoir enterré. Après l'avoir enterré. Mais je crois que Fessenheim avait été fermé par Monsieur Lecornu. Absolument, quand il était secrétaire d'État au même ministère de la Transition écologique. Donc c'est un chiffon rouge, Madame Barbu. Le public ne la connaît pas. Elle a été présidente de WWF, qui est, disons-le, une association écologique radicale. Elle a eu des mandats de l'ONU. C'est une femme très engagée à gauche, pourquoi pas, mais elle est aussi responsable de la difficulté que nous avons dans l'énergie, toutes ces éoliennes qui ont été plantées et dont on remet aujourd'hui et l'efficacité et le coût. Et puis surtout, elle est anti-nucléaire, une anti-nucléaire, j'ai envie de dire, primaire. Donc ce choix a étonné, pour le moins. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, on ne sait pas
de qui il est ce choix. Est-ce que c'est la suggestion de Sébastien Lecornu ou c'est Emmanuel Macron qui l'a imposé? Non, il est pour amadouer le PS avant la réforme des retraites. Oui, c'est possible. C'est-à-dire que vous aurez deux signaux. Les écolos, bien sûr. Vous aurez deux signaux d'envoyer pour qu'écolo et PS ne censurent pas. Vous aurez la réforme des retraites demain qui sera enterrée. Elle sera enterrée sans doute où ils trouveront une manière de l'enterrer, qui fera que le PS peut ne pas voter la censure, et vous avez ce message aux écolos. Pour que le PS ne vote pas la censure, il faut dire suspension immédiate et totale de la réforme des retraites. Il faut que Sébastien Lecornu prononce cette phrase dans son discours de politique générale demain. Suspension immédiate et totale. J'attends de voir demain. Est-ce que ça suffira alors Oui, ça suffira pour éviter la censure à l'instant T. Mais après, on verra. Parce qu'il y a 49.3, le fait de mal l'utiliser, etc. 49.3, il a dit qu'il ne l'utilisait pas. Oui, il l'a dit. Mais on verra la dernière fois, l'avant-dernier gouvernement. En fait, c'est simple. L'horizon de ce ministère, c'est un gouvernement technique. Il y a quand même 6 LR qui sont là, qui ont été exclus. D'ailleurs, vous me disiez d'ailleurs que il y a un communiqué qui dit on va les exclure. Monsieur Darmanin qui reste. Alors c'est le plus fort. Franchement, politiquement, je parle pas de ce qu'il fait. Mais il a refusé. Il a oublié qu'il voulait être président de la République. Oui. Enfin, franchement, on peut s'arrêter 2 minutes sur Gérald Darmanin parce que politiquement, je pense que c'est ce qu'on a fait de plus fort ces 10 dernières années. C'est-à-dire que c'est l'homme qui survit à tout. Il n'a pas pris la parole, il n'a pas fait un média pendant cette semaine horrible parce qu'il voulait pas s'exposer. À chaque fois, il arrive à s'en sortir. Par exemple, c'est extraordinaire, c'est un exemple très précis, sur le front républicain et les désistements. Il a été réélu suite à la désistement d'un LFI. Et il a attendu, c'est un exemple très précis, que le LFI se désiste pour le lendemain dire « Ah non, il ne faut pas de désistement et il ne faut pas faire le front républicain ». Mais tout est comme ça avec Gérald Darmanin. Mais il est très fort politiquement, c'est entendu. Mais bon, Rachida Dati reste. Alors même chose, est-ce que Bruno Retailleau va l'exclure alors qu'ils ont un deal pour les municipales et la mairie de Paris? L'exclure à l'économie. Oui. C'est un proche d'Emmanuel Macron. C'est un proche d'Emmanuel Macron. C'est un gouvernement, on l'a tous dit, très très macroniste. Bon, les postes alors il y a un nouveau venu à l'Éducation nationale que personne ne connaît. Oui, vous avez parlé de la nouvelle ministre de la Transition écologique. Ça suffira pas pour amadouer les écolos. C'est-à-dire que là, on verra pour les retraites sur le PS, mais enfin les écolos, ils vont pas être amadoués parce qu'ils ont une anti-nucléaire à la transition écologique, qui a d'ailleurs un ministre délégué qui est pro-nucléaire. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.